OK, les portes sont fermées, donc je vais commencer. Salut, je m'appelle Alexander Docherty, ou simplement Doc, à cause de mon nom est impossible à dire au Québec. Puis il y a comme 3000 Alex, n'importe où que tu vas. Dans mon cours de 5e année, on était 6 Alex. Donc, je suis Doc depuis que je suis tout petit. Le nom de la présentation aujourd'hui, c'est l'histoire énigmatique et vision de nouveau ISG, la plus grande compagnie d'infrastructure TI que tu ne connais peut-être pas. Vous connaissez sûrement Lenovo. On fait les ThinkPad, les ThinkCenter, on fait Motorola, le téléphone, c'est nous autres aussi. Par contre, la grande division qui fait l'infra, tout qui est serveur, qui a des Xeon, des Epic, plusieurs disques durs, des cartes 10 gigs plus, etc., ça tombe dans la catégorie ISG, ou Infrastructure Solutions Group. Et moi, je travaille pour eux autres. Je reste à Montréal. Par contre, je travaille normalement aux États-Unis. Puis aujourd'hui, ils m'ont demandé, peux-tu venir donner une présentation sur la vision, la portfolio un peu. Mais le but, c'est pas forcément de parler des modèles. On a en masse des sites web, des portails pour trouver les datasheets, les spécifications. C'est pas ça du tout. C'est plutôt de mettre en contexte qu'est-ce qu'on fait chez ISG, dans la grande famille Lenovo, puis notre approche pour faire des solutions puis des résultats pour nos clients puis nos partenaires. Et c'est pour ça que je commence toujours avec le moto. Ça, c'est notre équipe MotoGP. On est commanditaire de l'équipe Ducati depuis plusieurs années. Puis c'est fun à cause qu'on gagne. Ils ont gagné en 2023 le championnat MotoGP. Et que je trouve fascinant avec ça, c'est un peu comme ce qu'on fait dans l'industrie informatique avec tous les partenaires puis les compétiteurs qu'on voit dans la salle là-bas. C'est qu'il n'y a pas une solution qui est juste une compagnie qui le fait. C'est un travail d'équipe. C'est ETI, nos partenaires, qui vont le vendre, les supporter, puis offrir des services professionnels et multiples niveaux. Et d'autres compagnies qui vont fabriquer l'équipement, faire les logiciels, etc., pour faire une solution. Et un peu comme dans le monde du MotoGP ou n'importe quelle autre course, et dans le TI, c'est pas juste la pilote qui est gagnant, ni le moto qui est plus rapide. C'est vraiment l'équipe au complet. C'est le gars qui va calibrer les freins, dépendant sur la piste, les conditions actuelles, quel pneu à choisir, quand tu arrêtes, faire les changements de pneus, etc., assez rapidement. C'est tout un travail d'équipe pour faire une solution. Et l'équipe qui gagne versus l'équipe qui perd, c'est 2 secondes gros max par tour de piste. Donc, c'est extrêmement serré, beaucoup de compétition. Puis je pense qu'une équipe MotoGP, ça représente un peu ce que nos partenaires font pour nos clients. Donc, pour l'histoire énigmatique, il faudrait qu'on revienne 40 ans. Lenovo était fondé le 1er novembre 1984. Donc, ça fait quasiment 40 ans exactement. Et voici les grosses nouvelles. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les hindous puis les sikhs, ils bagarrent. Que ce soit là-bas ou à Brampton en ce moment, il n'y a rien qui a changé là. Il y a un pont qui s'est effondré et tué 6 personnes à Sept-Îles. L'infrastructure, il va pas bien au Québec. Mais l'ordinateur du fédéral a envoyé une facture de 9 cents à un citoyen. Confused computer, comme ils disaient dans le temps. Donc, pas grand-chose qui a changé. Sur la deuxième page du journal, la Gazette de Montréal, voici les beaux machines que tu peux acheter. Un Apple II clone à 1700 $, qui est équivalent à 4500 maintenant. Le modem 300 baud, donc 300 bits par seconde. Je pense que je peux faire ça plus vite en charade. Il est 650 $. On s'entend que des choses ont beaucoup changé dans l'informatique, mais dans le monde, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Si on revient aussi à 1984, voici les parts de marché du système personnel d'ordinateur. Il n'y a pas un gagnant en ce moment-là. Tu as plusieurs plateformes. Tu as le Commodore, Apple II, Atari. Mais en 1984, il y a quelque chose qui a changé. C'est la dominance qui existe toujours avec la plateforme IBM PC, Wintel, Intel x86 qui existe toujours. C'est là qu'ils ont pris le devant, puis depuis ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Oui, on voit plus de téléphones Android, iOS, etc. Mais dans le monde du PC commercial, c'est IBM qui prend le devant. C'est pas juste le fait qu'IBM, ils ont construit une machine qui était fiable, de bonne qualité, bon prix, etc. C'est le fait que l'architecture du IBM PC, il était très facile à faire un copie avec. Donc, tu pourrais fabriquer ton propre machine, puis on l'appelait ça les clones. Je fais ça avec ChatGPT. Mais il y avait toute l'art de ça. Des machines beige qui utilisaient les mêmes logiciels, les mêmes cartes d'expansion, etc., mais ce n'était pas par IBM. Donc, c'est la même plateforme, la moitié du prix,
Puis il y avait plein de compagnies qui font des clones, qui existent toujours. Les white box, les clones, la même façon de vendre des machines, ça existe toujours. Donc ça, c'est un peu informatique à Montréal, il y a 40 ans. Par contre, c'est très différent en Chine. Nous voilà à Beijing, 1984. Suite aux guerres, aux révolutions, etc., la Chine, en ce moment-là, il a passé à 1 milliard de citoyens. Mais la vie était très différente là-bas. Eux autres, ils ont passé quasiment les 3 premières révolutions industrielles dans une période d'environ 30 ans. C'est des millions, des millions, des millions de personnes qui déménagent de mode de vie rural, agrarien, qui viennent déménager dans les villes. Pendant la période de 1980 en 2025, voici le changement et les tendances de population en Chine. Si on veut mettre ça d'une façon plus facile à comprendre, c'est équivalent à un nouveau Longueuil à chaque semaine pendant 25 ans en Chine. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui changent de style de vie, qui déménagent en ville, changent de genre de job, puis c'est surtout en mode de manufacturier et d'autres industries qui deviennent de plus en plus globales. Et c'est là qu'on se retrouve ici, la maison où Lenovo était fondé sur le nom de Legion Computing. Et comme toutes les meilleures compagnies de technologie, que ce soit Hewlett et Packard, Cisco, Apple, Atari, etc., ils ont suivi exactement la même formule, qui est 2 gars dans un garage. En fait, il dit que les meilleures choses en TI étaient fondées par 2 personnes dans un garage, moi inclus. Puis eux autres, ils ont dit, « Hey, les ordinateurs, là, it's the next big thing. Il faudrait bien qu'on fait les ordinateurs. C'est le tech. On est international, c'est globalisé. On ne travaille plus dans les fermes, on travaille dans les usines. On envoie des courriels, on envoie des fax. Il faudrait bien qu'on utilise ces fameux ordinateurs-là. » Mais il y a un petit problème pour ces milliards de personnes en Chine. UTF-8, ASCII, Unicode. C'est pas chinois, ça. C'est pratique pour taper des chiffres, ou bien si tu es assez chanceux d'avoir une éducation, parler une langue de l'Ouest. Sinon, ton machine, il ne parle pas chinois. Tu n'es pas capable de le lire, l'utiliser, écrire là-dessus. Donc, c'est extrêmement compliqué d'afficher le texte chinois sur un écran. Tu étais capable de le faire, mais avec ces tout petites ressources, ton barrette de mémoire qui coûtait l'équivalent de 2000 $, ça prenait environ 300 kilobytes de mémoire, qui était la moitié dans la machine, pour faire l'émulation. Donc, exactement comme on fait maintenant, on peut émuler d'autres machines, des machines virtuelles, si on veut. Ça prenait la moitié des ressources de ce IBM PC qui était disponible dans ce temps-là pour afficher le texte, puis pouf, juste pour l'utiliser, la moitié de ta machine n'est plus là. Donc, ils ont dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose, puis ils ont inventé ça. C'est un carte nommé Chinese Character Card ou Han Card, qui était capable, comme accélérateur, dans le ISA slot, Industry Standard Architecture, qui existe toujours dans certains vieux machines ou des affaires industrielles, qui était capable de prendre la charge de faire l'émulation puis la traduction chinois, mettre sur sa propre carte comme accélérateur. Exactement comme on fait maintenant avec des GPU pour prendre des tasks de AI du CPU, de mettre ça sur une carte dédiée pour faire ce job-là. Et Lenovo était capable, très rapidement, de rendre le IBM PC accessible au marché chinois. Et ça avait l'air quelque chose comme ça. Donc, rapidement, 1984, ils ont inventé la carte Han. Ils ont devenu un marque de clone ou de PC IBM régional. En 2004, ils ont fait l'acquisition du division de PC de IBM, donc les ThinkPad, etc., qu'on connaît aujourd'hui. Ça fait maintenant 20 ans que c'est passé. En 2013, ils ont devenu la compagnie de PC mondiale numéro 1. Puis en 2014, la division où moi je travaille, la division de serveurs, IBM System X, a été acquis par Lenovo. Puis la même journée, ils ont aussi acheté Motorola Mobile. Juste pas Motorola, les radios de policiers, tout ça. Non, Motorola, les téléphones cellulaires. Ils ont acheté surtout le nom de Google dans l'époque. IBM System X, c'était une grande affaire, beaucoup d'inspections, de règles gouvernementales. Motorola, je pense qu'ils ont acheté ça pour comme... Ils ont échangé pour un vieux char, je sais pas. Mais c'était très différent comme importance au niveau de Lenovo. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont acheté ces 2 marques-là, ils ont continué de faire l'innovation. Non seulement dans les PC, des machines pliables, ils ont inventé le yoga qui tourne sur son dos. Puis l'affaire la plus récente, c'est l'écran transparent, très Minority Report, vraiment, vraiment cool. Donc, vite fait, Lenovo, ils sont qui maintenant? On est dans 3 grandes divisions. Il y a IDG, qui est tout qui est laptop, desktop. On a toute la gamme de produits à notre table aujourd'hui.
Il y a SSG, qui sont solutions et services, et ISG, c'est infra-serveur, si tu veux. Rapidement, est-ce qu'on est gros? Oui, on est comme 70 000 personnes. Oui, on est gros, on travaille partout, on a des usines, etc. Mais qui nous différencie de beaucoup de nos compétiteurs, c'est qu'on fabrique nos propres affaires, nos cartes mères, on plie le métal, on peinture la plastique, on fait la fabrication de nos propres circuits qui nous différencie beaucoup de nos compétiteurs. On prend la technologie puis la fabriquerait au cœur. On ne donne pas ça à Foxconn ou d'autres compagnies, c'est nous autres qui le fabriquent. Et c'est pour ça que nous gagnons toujours des prix au niveau de supply chain. On fabrique. Les serveurs que tu achètes ici au Canada sont en général fabriqués en Mexique. Si tu as besoin pour des contrats militaires, etc., on peut aussi fabriquer des machines en Caroline du Nord. Sinon, on peut shifter les usines en Europe, si vous avez besoin ou c'est plus bénéfique pour vous autres, pour des clients, vos succursales en Europe, etc. Donc, rapidement. Donc, ISG, les serveurs, l'infra, tu fais tout ça? Oui. Voici une fameuse photo de nos enfants. On fait tout dans le data center, que ce soit des serveurs, les petits, les gros, à GPU, à 2 CPU, 4, 8. Oui, on les fabrique. S'il y a un certain modèle ou form factor ou standard que tu as besoin, oui, on le fabrique. Ça, c'est pour nos clients d'entreprise. Nous avons aussi une division qui s'appelle ODM+, qui fabrique pour d'autres compagnies selon leur plan, leur design, mais voyant qu'on a des excellents contrats avec les fournisseurs de composants. Et la fameuse machine qui plie le métal, qui peut faire tes cartes, ils nous demandent, nous autres, de le faire. On fait aussi une division qui fait tout ce qui est pour telco. On voit de plus en plus le 5G, les petits data centers un peu partout. Network Function Virtualization, je ne sais pas le nom en français, mais en général, tout ce qui est télécom devient de plus en plus lié à l'informatique. Mais très souvent, c'est juste une question de brancher un amplificateur puis une antenne pour faire un point d'accès pour 5G, etc. Et finalement, on a du HPC, ou High Performance Computing, les supercomputers, puis le restant, logiciel, partenariat et quelques photos. Comme je dis, on ne va pas parler des modèles eux-mêmes. Mais il y a ça qui arrive très souvent quand je parle aux partenaires puis aux clients. Ils me disent quelque chose comme ça. « Hey, c'est bien beau tout ça, là, mais nous autres, on est cloud. Tout est dans le cloud. Tout. On est sur Amazon, sur Azure. J'ai un petit file server en AD chez nous, mais en général, c'est sur le cloud. » Mais il faut bien que quelqu'un fabrique ce cloud-là. T'sais. Le cloud, c'est juste toi qui loues le serveur à quelqu'un d'autre. C'est qui fabrique ces serveurs-là? C'est nous autres. 8 sur 10 des grands fournisseurs cloud sont des Lenovo. Sont des noms secrets. Mais 8 sur 10, je pense que tu vas savoir c'est qui. Si tu as acheté quelque chose aujourd'hui, si tu as cherché, utiliser une certaine plateforme très, très commune pour faire des présentations, il y a une bonne chance que tu as utilisé un Lenovo. Il y a 2 qui commencent avec la lettre A, puis je laisse à ça. Donc, on en fabrique des machines. C'est juste pas les mêmes modèles qui sont disponibles par ETI ou bien sur notre site web. Non, de retour à ça, mais vite fait, serveur, comme j'ai dit, tous les modèles, toutes les grandeurs, les grosseurs, les puissances, le AMD, le Intel, NVIDIA, etc. On les a toutes. Ça, c'est notre portrait familial. Il y a trop de modèles. Mais très souvent, on a. OK, cool, tu fais des serveurs. Ce sont juste des vraiment beaux PC. Mais oui, c'est vrai. C'est des processeurs x86. En général, c'est juste une très, très belle PC. Mais il fait quoi au niveau du stockage? Donc, on fait ça. Le nouveau NetApp. Tout un mot. On est bof à faire des noms et du marketing chez Lenovo. NetApp, que vous connaissez peut-être, reconnu mondialement. Apparemment, la moitié des données non structurées aux planètes sont sur NetApp. Les autres, ils ont un petit problème. Ils ne sont pas bons à vendre en Asie, eux autres. Puis nous autres, on n'est pas bons à faire du stockage. On dit, hey, on a une idée. On crée une nouvelle compagnie, le nouveau NetApp. Toi, tu nous donnes la moitié de ton portfolio, que nous autres, on va mettre dans la machine, qu'on va fabriquer, mais avec vos technologies. On va les vendre, les supporter, comme n'importe quel autre produit de nouveau. Nous autres, on vous aide à rentrer dans le marché asiatique, notamment chinois. Puis c'est pour ça que maintenant, tu peux acheter les séries DE, DM, DG de Lenovo, qui correspondent un à un à comme le 2 tiers, moitié du gamme NetApp,
qui sont à héros du on-tap, si vous le connaissez. C'est les séries E ou bien les séries C ou AFF, mais fait par Lenovo. Ils sont moins chers. À cause de nous autres, on marche sur le volume, à cause de ces bébés-là. Mais c'est la même performance, la même intégration, le même niveau de logiciel, mais c'est fait par nous autres. Est-ce que ça marche? Oh que oui! Depuis qu'on a commencé ça en 2018, on est rendu numéro 1 au stockage bas de gamme, moins de 25 000 numéro 2, Considerable, au moins de 100 000 puis on est rendu numéro 3 au niveau du stockage global. Ou mondial. Je n'étais pas certain quel mot utiliser. Je m'excuse, je parle français une fois par mois. Donc, c'est ça. Donc, stockage, on prend ça au sérieux aussi. Mais, il y a d'autres mondes qui disent « Hey, nous autres, on est full software-defined data center. On est équipe à converger, nous autres. Tu fais quoi? » Puis, on fait tout. On fabrique des machines, nous autres, chez Lenovo. On ne veut pas te forcer dans une plateforme. On ne va pas aller acheter une autre compagnie, puis tout à coup, toutes nos opportunités sont pour telle plateforme. C'est pas le but. On veut offrir du choix aux clients. Peut-être que vous êtes confortable avec Microsoft ou bien tu as accès aux licences moins chères, ou tu préfères Nutanix ou VMware. C'est ton choix. On veut vous supporter dans ces trois grandes plateformes-là. Et c'est pour ça qu'on a créé une division qui s'appelle Think Agile. Think Agile sont des machines qui sont conçues avec eux autres. Ils utilisent les mêmes serveurs qu'on vend, les serveurs normaux, si on veut, mais on met certaines barrières sur les configurations pour adhérer aux configs spécifiés par eux autres. Ils reçoivent des updates du microcode, du firmware différents que les systèmes normaux. Tu peux acheter les licences via Lenovo, via ton partenaire, que ce soit ETI. Aussi, on peut offrir des services de déploiement professionnel, entre autres. Donc, c'est de Lenovo, conçu pour telle plateforme, et tu as plus de support unifié, que ce soit sur le matériel ou le logiciel. Il n'y a pas de « c'est sa faute, c'est sa faute ». Rendu là, c'est toujours la faute à Lenovo. Puis, j'ai toujours aimé ce quote-là. « It's focus on what makes your beer taste better ». C'est Jeff Bezos qui a dit ça. Donc, Think Agile, en bref, c'est créer un partenariat avec les leaders HCI avec le but de vous offrir du choix sur une excellente plateforme matérielle, mais aussi avoir le support 100% de ton plateforme de choix. Et c'est à base de solutions cloud hybride qu'on marche avec ces trois gangs-là. Tu roules tes machines les plus importantes chez vous, mais ça donne accès à un cloud, une multi-cloud pour faire du backup, faire du multi-site. Puis bénéficier des fois, c'est mieux d'acheter quelque chose, d'autres fois, c'est mieux de louer, que ce soit une maison, un chalet, un bateau. Il y a toujours une option qui convient aux besoins de sécurité, de budget, etc. Avec une approche cloud hybride, tu peux l'avoir avec ce monde-là. Puis la raison pourquoi on n'est pas fixé ou gardé avec un sur plateforme, à cause, il y a des choses hors de nos contrôles dans l'industrie. Est-ce qu'il y a du monde ici qui était affecté par la marque en haut, au niveau de vos prix de renouvellement ou de support, etc.? Juste un main? 2, 3, 4, 5. OK, oui. C'était ça avant. C'était super. VMware, on était capable de vendre des licences. C'était facile, on connaissait les prix. Les licences étaient perpétuelles. C'était clic, clic, c'est par core, etc. C'était facile à faire. Puis, ça, c'est arrivé. Boom! Cette année, Broadcom, ils ont fait l'acquisition, puis c'est la galère chez nous depuis ce temps-là. J'adore sa face. Et c'est non seulement sur les grandes plateformes de virtualisation qu'on a des solutions en partenariat, c'est avec dans plusieurs différentes parties de l'informatique, que ce soit des bases de données, du DevOps, du VDI, etc. On a des experts chez nous, on a des architectures de référence, on a des modèles conçus pour ça, et le support et ou la vente des logiciels via Lenovo. Donc ça dit, c'est pas juste on fabrique des belles boîtes, c'est on fabrique des belles boîtes avec nos amis pour rendre telle solution puis telle chose possible chez vous d'une manière facile et efficace. Ça dit, quand ton seul vrai produit, c'est une belle machine, tu fais quoi avec? Tu l'amènes aux pistes de course, littéralement, et aussi dans d'autres benchmarks. On est un grand commoditaire de Formule 1 maintenant. Finalement, le monde connaît où je travaille. On était sur les bandes des Canadiens aussi, ça a beaucoup aidé.
Mais quand on va aux pistes de course dans le monde informatique, je parle des benchmarks qui sont reconnus, publics, peer-reviewed, comme on dit en anglais. Et c'est pour ça que nous avons 6 fois plus de trophées que notre compétiteur le plus proche. On prend la performance très, très, très sérieux. Nous roulons tous les mêmes CPU et GPU. Par contre, on est capable de rouler nos systèmes un tout petit peu plus vite, rouler plus chaud. La manière qu'on arrange les barrettes de mémoire versus le CPU, etc., donne des petits gains de performance. Est-ce qu'il y a un impact vraiment sur ton serveur de 16 cœurs qui roule en base de données? Pas nécessairement. Mais les choses qu'on apprend dans le formulaire de l'informatique, on est capable de prendre ces technologies puis cette recherche-là, puis les mettre dans nos machines qui sont plus normales et populaires. C'est la même façon que beaucoup de technologies qui étaient développées pour le formulaire sont maintenant disponibles sur un Kia Seltos. Les paddle shifters, CVT, suspension adaptive, etc. Puis au niveau du HPC, savez-vous que Lenovo est le plus grand fournisseur de supercomputers au monde? Plus qu'un tiers des top 500. Le top 500, c'est un peu comme le top 40 pour les geeks. Plus qu'un tiers des machines sur la liste-là sont fabriquées par Lenovo, incluant les 2 plus puissants au Canada. C'est eux autres qui calculent nos taxes, calculent la météo, des affaires de défense, etc. Le grand machine du gouvernement fédéral, qui s'appelle Robert, puis son jumeau qui s'appelle Underhill, sont fabriqués par nous autres. On a aussi des très, très, très belles projets en Europe. En Espagne, en Barcelone, ils ont dit « Hey, Lenovo, as-tu déjà comme fait une belle machine dans une cathédrale baroque? » Puis on a dit « Ben ouais, on fait ça tout le temps. » Ça, c'est le Barcelona Supercomputer. Il est même sur Google Street View. Donc, tu peux aller marcher dans les couloirs, puis voir des nœuds qui sont sortis, etc. Très, très, très cool. On est en train de faire un grand upgrade là-dessus. J'ai visité Barcelone cet été. J'étais tout prêt pour aller visiter, puis il était fermé pendant un mois. Donc, un peu déçu. Ça dit, le supercomputer, c'est très cool. C'est ça qu'on va trouver. C'est quoi cure en français? Cure comme pour une maladie. Un remède pour les maladies. Trouver des excusez? Oui, c'est ça. Faire la recherche génomatique, de recherche, comment on peut battre le changement climatique. C'est tout via des modèles qu'on calcule dans ces machines-là. Il y a un petit problème qui se passe en ce moment. C'est qu'avec les nouveaux cartes NVIDIA, qui sont grands comme un petit... Ben, imagine ça c'est un carte GPU, imagine qu'il est grand comme ça. Puis le GPU lui-même, il est grand comme ça, donc un peu plus grand qu'un Triscuit, disons. Ça brûle 1000 watts. Donc 1 kilowatt par affaire de même, tu as 8 ou plus dans une machine, qui fait qu'un rack de serveur prend autant d'électricité et produit autant d'air chauffé que 9 fours full gros max. Là. Les 4, le poêle, les 4 sont allumés au max. Le four est allumé au max, c'est 4000 watts. Tu as 9 dans un rack, c'est environ 40 000 watts par rack maintenant. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur et beaucoup d'électricité. On est chanceux au Québec. L'électricité, ça coûte rien. L'hiver, tu ouvres la fenêtre. Mais au restant du planète, ils brûlent du charbon pour alimenter ces machines-là, puis ils brûlent encore plus de charbon pour rouler le climatiseur, pour que la machine, ils peuvent trouver une résolution au changement climatique. Il y a un peu d'ironie là-dedans. Par contre, il faut qu'on trouve une solution à cause des data centers, les machines ne sont pas capables de toffer. Puis ça nous donne 3 options avec ces nouveaux portfolios qui viennent de Intel, AMD, les NVIDIA et les autres. Tu as 3 options pour rendre tes machines plus efficaces juste pour les refroidir. Le premier, c'est de les faire plus grands. Ça veut dire, au lieu d'avoir un châssis 1U ou 2U, tu peux faire un 4U, un 5U, qui permet plus d'air de passer, des plus grands ventilateurs, de bouger plus d'air pour les refroidir. Problème, c'est que tu perds ton espace dans le rack. Il faudrait que tu mettes plus de rack. Plus de rack égale plus de superficie. Puis ça coûte beaucoup d'argent, les terrains, puis les édifices. L'autre option,
c'est de les faire plus larges. Donc, même concept, les rendre au lieu de 19 pouces, de le faire ça plus grand. Mais la grande majorité des colos, des data centers, les racks sont conçus pour un standard de 19 pouces. Donc, pas vraiment une option. Mais la troisième option, c'est de liquéfier ton refroidissement. Oui, on utilise beaucoup de liquide pour refroidir l'air dans un crack, dans un centre de données. Par contre, le refroidissement liquide directement dans un serveur, c'était vraiment réservé aux universités puis au gouvernement. Par contre, avec notre gamme de produits qui s'appelle Neptune, on veut rendre ça accessible pour les PME et les entreprises normales, si on veut. Puis on le fait ça avec plusieurs technologies de refroidissement liquide hybride. Le plus facile, c'est ça. Exactement comme dans un gaming PC, si on veut. Ou bien dans ton auto, il y a le liquide qui va dans les places les plus chaudes dans la machine. Après ça, ça passe dans un radiateur, puis un ventilateur qui pousse dans l'environnement. Après ça, on peut faire un rack au complet avec juste les processeurs qui sont refroidis à l'eau, ou bien le système complet qui est refroidi à l'eau. Par contre, ça ne prend pas nécessairement une grande rénovation de ton centre de données. Tu n'as pas besoin de rentrer l'eau ou de changer ton édifice. Tu n'as pas besoin de plomberie, changement d'assurance, etc. À cause, on peut faire tout ça contenu dans un seul rack. On peut convertir les racks en refroidissement liquide, de la machine complète en liquide, ou bien juste certains composants, ou de bénéficier de ton rack existant pour faire un refroidissement liquide hybride. On est le seul qui fait ça en ce moment. Puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on a appris dans les universités, dans les gouvernements, dans le formulaire de l'informatique, qu'on rend accessible puis normal, disponible de n'importe quel revendeur Lenovo. Au niveau de gestion, encore une fois, on est fixé sur les standards. On a nos propres plateformes de gestion qui s'appelle xClarity. Ça dit, il est basé entièrement sur Redfish API et HTML5. Ça veut dire que ça utilise uniquement les mots puis les codes qui sont dans le dictionnaire Redfish ou DMTF. Toutes les compagnies utilisent ce dictionnaire-là, mais les autres, on les fixé sur comme la Robert version 2023. On n'ajoute pas nos propres mots là-dedans. Donc, ça rend nos machines extrêmement faciles à intégrer pour vos plateformes d'automatisation et d'orchestration à cause qu'ils parlent un langage universel d'informatique. Et pour nos plateformes qui sont plus graphiques, c'est tout via HTML5. Donc, n'importe quelle plateforme, que ce soit au téléphone, tu peux le regarder dans Chrome ou Firefox ou n'importe quoi d'autre. Nous offrons aussi des intégrateurs sans frais pour les grandes compagnies, les plateformes que vous connaissez sûrement là-dedans, qui permettent de faire des rolling firmware updates, on l'appelle. Tu as 20 machines VMware. Tu peux dire, moi, je vais faire un update de firmware sur tout, puis il est capable, avec vCenter, de migrer vos VM d'un à l'autre, etc., pour que tu n'aies pas besoin de faire ça d'une manière manuelle. C'est un peu comme changer tes bobettes sans enlever tes pantalons. xClarity peut t'aider avec ça. Et ça ne serait pas une présentation Lenovo ISG, sans mentionner ça. Ça fait 9 ans, ça va faire 10 ans quand ils vont faire l'étude encore, qu'on a les systèmes les plus résilients x86 au monde. Je pense que c'est le moins de downtime imprévu, plus que 4 heures, blablabla. Il y a un certain métrique là-dessus. Mais on gagne ça depuis 10 ans environ maintenant. Ça fait 10 ans que notre compagnie existe, donc 9 ans qu'ils ont fait l'étude. On prend la fiabilité, la résilience extrêmement sérieux. C'est ça qu'on fait. On fait des serveurs. On ne fait pas de logiciels, nous autres. On ne fait pas de système de VDI. On ne fait pas de GPU. On fait des plateformes, on fait des serveurs. On vend la résilience, du uptime, la fiabilité. C'est ça qu'on fait chez ISG. Puis, en général, Lenovo, c'est un concept qui est très important pour nous autres. Y a-t-il quelqu'un qui peut trouver un exemple là, qui est très edge computing puis très cloud computing en même temps? Peux-tu me donner un environnement avec beaucoup d'informatique où c'est extrêmement difficile d'avoir un technicien et ou une pièce de rechange? Non, dans l'espace. Ouais. Il y a beaucoup de Lenovo là-bas. Je pense qu'en ce moment, c'est littéralement impossible d'envoyer quelqu'un pour réparer ton laptop là-bas. Je suis certain qu'il y a de la redondance là-dedans. Mais, j'ai toujours trouvé ça fun que NASA il peut acheter n'importe quoi puis ils ont de Lenovo. Eux autres, ils vont y acheter du Lenovo aussi.
Il y a sûrement une marque que vous connaissez là-dessus. Et oui, on gagne des prix. Donc, on fabrique des belles machines. On a une assez bonne part de marché au Canada, en Europe, et surtout en Asie. Mais c'est vrai que le monde y achète de moins en moins de serveurs rack traditionnels. On peut toujours avoir des nouveaux clients puis augmenter notre part de marché versus les gros manufacturiers que vous connaissez sûrement. Mais il faudrait bien qu'on trouve des nouveaux plateformes puis des nouveaux places qu'on peut mettre notre technologie. J'ai parlé beaucoup de nos clouds. On fabrique ça en vrac pour les noms que je ne peux pas mentionner. Mais on fait beaucoup de gains puis de recherche dans du edge computing. Je sais pas y avait-il du monde qui était à mon session ce matin? Ben, je vais dire les mêmes jokes, en tout cas. En général, du edge computing, c'est de mettre la technologie assez haut performant dans des places non traditionnelles. Puis non traditionnelles, je dis dans les véhicules, dans les fermes, dans les usines, etc. Et notamment utiliser des modèles AI pour faire des décisions, puis des réactions, puis des décisions basées sur l'environnement physique où la machine y est placée. La raison qu'on fait ça, c'est que très souvent, on va collecter beaucoup de vidéos. T'sais, on a un véhicule avec 8 caméras là-dessus, puis on cherche des nids de poules ou des cracks dans l'asphalte. Oui, on peut mettre les 8 caméras, prendre des heures de vidéo, on parle des centaines de terabytes, les ramener soit via cloud, qui est très cher, ou bien physiquement, on chauffe, on va au hôtel de ville, on plug ces machines-là dans mon serveur. Il va scanner, ils vont tout trouver les nids de poules avec les GPS. Cool, mettre ça dans les GIS, c'est beau. Mais il y a beaucoup d'informations à stocker. Puis, la machine, là, il coûte cher. Il y a beaucoup de transit. Il y a beaucoup de stockage qui doit se faire. Il y a beaucoup de sécurité aussi sur les données qui vont transférer de même. Mais avec Edge, qu'on peut faire, on peut mettre une petite machine, puis littéralement très petit, sur le camion avec ces caméras-là. Puis lui, il va checker en temps réel pour toutes les fissures et les nids de poules. Quand il n'y a pas de nid de poule, il oublie ça. Mais quand il y a un nid de poule, un fissure, temps réel, il peut prendre une photo ou 3 secondes de vidéo, prendre les coordonnées GPS, puis mettre ça en temps réel dans le système GIS de la ville. Puis comme ça, eux autres, ils ont tout un beau carte avec toutes les nids de poules en ville. Puis ça va aider à faire des budgets pour les travaux routiers, planifier les réparations, puis aussi trouver des places qui ont besoin de l'intervention immédiate. C'est ça, Edge Computing. Donc, c'est très possible de le faire d'une autre façon, ou bien de regarder les vidéos à main plus tard, sans AI même, mais de faire ça sur place rapidement. C'est ça, Edge en général. C'est ça qu'on fait. Edge Computing, c'est vraiment le centre, le cœur des espaces smart retail, smart hospitals, smart, etc. Smart manufacturing, industrie 4.0, transformation numérique. Il y a une centaine de termes pour ces concepts-là, mais Edge Computing, c'est vraiment quelque chose qu'on prend à cœur. Ils sont grands comment, ces machines-là? Grands comme une banane. On a cette machine-là, le SE350 à notre table. C'est un vrai serveur. Il y a un Xeon, il y a 256 GB de mémoire, il supporte un Tesla T4, il y a des connexions 10 GB, 1 GB Wi-Fi et cellulaire là-dessus. Puis il y a une masse d'affaires de sécurité qu'on va discuter dans quelques secondes pour que tu peux mettre ça dans une place où il peut être volé ou attaqué. Et aussi, il roule jusqu'à 55 degrés. Il peut absorber des chocs et des vibrations beaucoup plus élevées qu'un serveur traditionnel. Et on a même des filtres lavables, comme tu as sur un projecteur, etc. C'est mettre un petit serveur où tu n'étais pas capable avant. Une autre chose que je voulais absolument mentionner pour cet événement-là, c'est que les deux mondes, les deux personnes, les deux gars qui ont créé cette division-là, puis ont pris une idée, puis ont transformé dans toute une portfolio, sont basés à Montréal. Ils sont Charles Ferland et Benoît Robert. Benoît Robert a pris sa retraite récemment, et Charles il a eu une promotion. Donc, félicitations. Mais c'est cool, c'est que malgré le fait que Lenovo, oui, c'est une compagnie chinoise, ou ISG, c'est américain, c'est le fait que c'est du monde ici à Montréal qui ont créé un produit qui est vendu partout au monde pour Lenovo. Et ces machines-là sont pour le but d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes qui pourraient être résolus par des personnes physiques. Deux grosses tendances dans le Edge. Une, c'est la consolidation. On voit maintenant que tout se trouve sur IP.
que ce soit nos téléphones, notre télévision, nos films, notre musique, nos contrôles d'accès, notre surveillance vidéo. On voit une convergence entre le IT et le OT, pour ceux qui sont dans le manufacturier. Grande convergence pour rendre toutes les différentes sortes de données, le data, d'une façon universelle. Puis cool, c'est qu'une fois que toutes les données sont d'un même format ou assez semblables, c'est qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle là-dessus, passer ça dans un modèle pour qu'on peut affecter quelque chose qui arrive dans une partie de l'entreprise pour affecter quelque chose d'autre. Donc, imagine qu'on a des caméras de surveillance partout en ville. On pourrait voir le montant de personnes qui se promènent, puis en temps réel, modifier l'horaire d'autobus, où sont les policiers qui font la patrouille, ou d'envoyer plus de métro, etc. C'est de changer, de prendre des données d'une place, puis affecter d'autres. Au niveau du Edge, les machines ils ont des besoins assez particuliers. Le premier, c'est environnemental. Les machines, ils roulent plus chaud, avec plus de vibrations, etc. Aux sécurités, c'est non seulement la sécurité informatique, le encryption, etc., mais aussi on a intégré des affaires physiques, que ce soit des trackers GPS dans ces machines-là. Puis dans le 350 qu'on a à notre table, une chose qui est très cool, c'est qu'une fois il est monté et mis en position, s'il détecte que quelqu'un a ouvert la boîte, qu'il a tourné, qu'ils ont déplugué quelque chose, pouf, this message will self-destruct. La machine, tu ne peux plus l'allumer, puis les clés d'encryption sont détruites. Donc, si quelqu'un veut voler la machine, soit pour la revente ou faire chier son boss, ou bien voler les données, impossible, la machine est morte. Tu peux la rallumer. Si tu es autorisé, tu as le mot de passe, tout ça. Mais en général, c'est les genres de choses qu'on doit faire pour la sécurité. On a plusieurs options de connectivité. C'est non seulement les traditionnels Ethernet, 5G, 4G, Wi-Fi. On offre aussi du CAN bus, du DIO en masse de ports parallèles et serial pour la connectivité industrielle. C'est pour que tu peux prendre les données des anciennes machines qui vont couper du bois ou bien qui vont mettre des olives dans des cannes. C'est un de mes premiers jobs à Montréal. J'ai installé la machine puis le TI pour. Il est sur la 13, l'usine Sibona. Contrôler avec ça. Niveau de gestion, quand tu as une flotte qui sont partout, tu n'as pas nécessairement de l'informatique au site, la gestion puis le déploiement externe est automatisé. Et aussi la durabilité. On va avoir des machines qui consomment très peu d'électricité. Très souvent, ils vont être branchés à un 12 volts ou des machines qui roulent 2-3 watts quand ils ne roulent pas trop. Au niveau du portfolio, on a la gamme 2 chiffres ou 3 chiffres. 2 chiffres sont basés sur du PC, si on veut. C'est du vPro où il y a moins de gestion ou l'expansion. Puis aussi, ils n'ont pas de ventilateur. Donc, super pratique pour les environnements avec beaucoup de poussière ou le bruit t'en concerne. Les 3 chiffres sont plus serveurs. C'est Xeon, c'est Epic, c'est RAID, c'est Tesla GPU, etc. Donc, on a toute une gamme de solutions pour le Edge dépendant de ton application, tes besoins de puissance, sécurité, redondance, etc. Comme j'ai mentionné, on a une plateforme de déploiement automatisé. Tu achètes, je ne sais pas, une 50aine de machines qui vont aller dans chacun de vos magasins, chacun de vos sites, chacun de vos employés même. Très coûteux d'envoyer ça à chaque employé, puis envoyer un technicien pour le déployer, installer l'image. Oui, tu peux faire à l'usine d'une certaine manière, ou avec un distributeur, ou avec un partenaire, mais qu'on recommande de le faire, c'est que tu planifies tout ça d'une manière centrale, dans un gros CSV. Puis une fois que la machine est branchée chez ton site externe, tant que quelqu'un peut le brancher un fil de l'Internet, puis électrique, quand lui allume, il dit « Hey, allô, oui, je fais quoi dans la vie, moi? » Il parle au serveur local, puis il se retrouve ses adresses IP, son image, ses logiciels, ses clés, ses mots de passe, son autorisation. Puis tu peux faire ça pour une unité ou même déployer un petit cluster vSAN, puis ça roule très rapidement. Tu n'as pas besoin d'envoyer un technicien. Donc, encore une fois, on veut utiliser la technologie pour résoudre des problèmes qui pourraient être résolus par des personnes. Je vais vous laisser avec une solution qu'on a déployée chez Lenovo dans le nord d'Alberta. Il fait froid là-bas. Il ne fait pas beau. Et c'est un site qui fait le recyclage d'acier. Donc, on va prendre des anciens chariots, des chars, l'acier, puis ils vont faire des nouveaux produits en acier avec.
Puis la première étape, c'est le prendre avec un grand main, pelle, bras, magnétique, puis le mettre dans une machine qui va le chauffer et l'arracher en petits morceaux. Mais il y a un petit problème avec l'acier recyclé, c'est les tanks de propane. À cause, tu prends ça, puis tu le mets dans la machine qui va le chauffer, puis l'écraser, tu auras un petit boom! Et tu ne veux pas avoir ça. Ça va endommager l'équipement, ça peut faire mal à tes employés, ça peut même eux autres vont rendre visite. Donc, on a pris un modèle de computer vision, on l'a fait une augmentation de son training sur les matériels dangereux. Dans ce cas-là, c'est des tanks de propane, non seulement ceux pour ton barbecue, mais notamment ceux qu'ils utilisent dans l'industrie pour la soudure, le chauffage, rouler des forklifts, des affaires de même. Donc, des milliers d'images de propane, puis ils ont installé ça dans le cabane d'opérateur. Cabane d'opérateur nord de Edmonton, c'est pas un centre de données, ça. C'est un petit cabane avec une chaufferette, peut-être. Puis, le système était capable d'analyser via multiples caméras qui étaient déjà là dans le système de sécurité pour dire « Hey, il y a un tank de propane là-bas, tu devrais le chercher. Hey, va chercher ça. Appelle ton gars à terre, va chercher ça. Hey, il approche. Hey, il est dans le pal, il est dans le pal. Stop. » Ça protège l'équipement. Ça protège tout. On veut du uptime. Puis, c'était pas un système très coûteux, ça. Avec les caméras qui étaient déjà en place, le 350, puis les efforts pour faire le modèle AI, on parle de 10 000 $ par site, versus le coût d'un employé qui est blessé, ou l'équipement, etc. Beaucoup moins cher de faire ça. Mais ce n'est pas juste Lenovo qui le fait. On fait ça avec notre AI Innovators Program. Un peu comme quand on cherche les nouveaux joueurs d'hockey professionnels, il faudrait qu'on va chercher un peu partout dans la planète, dans des conférences, dans des salons d'informatique comme ici, pour trouver des compagnies qui développent des solutions TI, puis les supporter, faire de l'investissement, travailler avec eux autres. Puis éventuellement, on va de beaucoup dans le junior, puis éventuellement, on les amène sur notre équipe formulaire, sur notre équipe de Ligue nationale. Et on fait ça avec le nouveau Innovators Program. Très cool. Je parle avec beaucoup de compagnies quand ils me donnent quand je suis assez chanceux d'aller faire une interview pour un junior. C'est vraiment cool de voir qu'est-ce qui se passe. Puis on a littéralement des milliards, ben pas littéralement, mais on s'entend des milliers de compagnies de TI, des startups, que ce soit une personne, une équipe de 3 ou 4, qui vont être le prochain Microsoft, le prochain NVIDIA, le prochain IBM, sont quelque part pour juste qu'on les trouve puis on les supporte. Et finalement, on a une division OEM. Il faudrait bien que je les mentionne aux autres. Très souvent, nos clients disent « Cool, moi je vais acheter des serveurs, je vais mettre ça dans mon machine de rayon X. » Ou « Moi je vais mettre mon logo là-dessus. » Ce n'est pas un serveur, c'est un contrôleur d'accès. Ou d'autres choses. Puis, on peut faire les machines Lenovo avec la même fiabilité, mais on peut enlever notre logo, on peut mettre ton logo, comme on fait pour Scale Computing. Si tu achètes un Scale, c'est un Lenovo. On faisait ça aussi pour Quantum et Pivot 3. Ou bien on peut même travailler avec vous autres pour intégrer nos machines dans les boîtiers qui vont le vendre pour une autre telle solution. Donc, s'il y a quelqu'un dans le salle ici qui travaille pour une compagnie qui met des autres ordinateurs dans vos solutions pour faire la revente, on a une panoplie d'options au niveau physique, d'emballage, logo, étiquette, mais aussi pour différents modèles de support où vous pouvez offrir le support avec accès à nos dépôts de pièces, etc. Il y a plein d'options. On est des fabricants de technologie chez Lenovo. C'est ça qu'on fait. On a besoin de nos partenaires pour tout ça. C'est pas juste Lenovo qui vend les solutions, c'est pas juste ITI, c'est pas juste Micron, c'est pas juste NVIDIA. C'est toute l'équipe qui vont gagner la course, que ce soit dans l'informatique ou à MotoGP. Et avec ça, avec une seconde qui reste, je vous remercie pour ton temps aujourd'hui. Bonne journée. Y a-t-il des questions? Cool. Ouais. C'est fini. Bye!